À présent, nous allons démarrer une nouvelle partie sur un aspect du Bitcoin qui dépasse de loin l'aspect monétaire. C'est ce que j'ai baptisé Bitcoin comme plateforme. Plateforme signifiant que l'on utilise le réseau Bitcoin pour construire une application qui n'est pas la monnaie. Le premier champ d'application que nous allons voir est dans le domaine de la preuve. Il existe dans le langage de script Bitcoin un opérateur appelé OP_RETURN et qui a vocation à publier des données dans la blockchain du Bitcoin. Il est possible d'écrire jusqu'à 80 octets. La transaction output qui utilise l'opcode OP_RETURN n'est pas dépensable, mais elle sera diffusée dans le réseau à partir du moment où la transaction propose des frais de transaction adéquats pour les mineurs. Ainsi, il est donc possible d'écrire des données dans la blockchain. Cette donnée, inscrite dans la blockchain du Bitcoin, est implicitement horodatée dans le réseau et elle est complètement infalsifiable dans la mesure où les données de la blockchain ne sont pas modifiables. Cela ouvre donc la possibilité de publier dans la blockchain du Bitcoin une preuve d'existence d'un document, sous forme d'un condensat ou hash d'un document. Ainsi, il sera possible ultérieurement, en montrant le document, que celui-ci n'a pas été modifié depuis. Cela correspond à la notion de mise en gage ou commitment scheme dont nous avons parlé dans le chapitre sur les fonctions de hash. J'aimerais à présent revenir un peu sur l'opérateur OP_RETURN et son historique. En fait, très tôt, des développeurs ont voulu utiliser les propriétés d'immutabilité de la blockchain du Bitcoin pour publier des preuves d'existence de documents. Cela a été fait au début sous la forme d'une transaction dépensant un montant et l'affectant à une adresse correspondant à un hash d'un document. Cela avait pour intérêt de prouver via un block explorer l'existence d'un document à la date d'une transaction. Mais un inconvénient majeur était que les bitcoins étaient complètement perdus dans la mesure où personne ne disposait de la clé publique correspondant au hash d'un document. À terme, cela pouvait poser des problèmes. C'est ce qui a poussé, dès octobre 2013, la communauté des core développeurs à proposer le nouvel opcode OP_RETURN destiné à écrire des transactions dans la blockchain et ainsi éviter la perte de crédit Bitcoin. Enfin, voici un exemple de transaction qui utilise l'OP_RETURN. À noter que pour toute transaction, un seul output peut utiliser cet opcode, ce qui permet de contrôler les frais de transaction plus facilement sur ce type de transaction. Pour nous parler d'exemples d'applications du Bitcoin dans le domaine de la preuve, j'ai le plaisir de recevoir Edwige Morancy de la société Eureka. Bonjour Edwige. Bonjour Vidal. Dans un premier temps, peux-tu nous rappeler comment la plateforme Bitcoin constitue implicitement une plateforme d'horodatage qui permet d'établir la preuve d'existence de documents? Alors, sur le protocole Bitcoin, il existe une fonction qu'on appelle le OP_RETURN qui permet de hasher, par exemple, un document. Donc ça, c'est ce qu'on utilise, nous, chez Eureka. Donc on hash un document, on publie cette valeur sur le réseau, et lors de la validation du bloc par les mineurs, celui-ci est horodaté sur la blockchain Bitcoin et est rendu quasi infalsifiable. Et au fil du temps, il est de plus en plus sécurisé. Et c'est ce qui permet, après coup, de pouvoir prouver, grâce à cette information, que le document existait bien à telle date. Merci pour ce rappel. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment, sur ce principe, la société Eureka a construit une solution de certification de diplôme? Lorsque nos étudiants passent la certification et qu'ils la réussissent, bien entendu, on génère un diplôme et on va hacher les informations de la personne ainsi que la certification qu'il a passée et la date sur la blockchain Bitcoin avec notre clé privée, de façon à ce qu'elle puisse être vérifiée par n'importe qui, que la personne a bien réussi la certification. Donc cette information d'ailleurs
on va publier sur le GitHub, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, le code source, de façon à ce que n'importe qui puisse refaire la même chose sans forcément passer par notre plateforme pour vérifier les informations. Très bien. Et d'un point de vue utilisateur, celui qui vérifie la pertinence et l'exactitude d'un diplôme, comment se passe la vérification? Qu'est-ce que vous offrez comme interface? Alors, on a l'interface traditionnelle, je dirais, qui est le glisser-déposer de documents, du document numérique. Alors, il y en a qui utilisaient déjà cette technique. Nous, on a préféré utiliser autre chose, puisque si on doit se déplacer avec son document numérique sur soi, son diplôme au format numérique sur soi, c'est pas très pratique de toujours l'avoir. Donc, on a mis en place une plateforme qui permet, sans avoir le document numérique, de renseigner les informations de la personne, ainsi que la certification qu'il a passée, pour vérifier qu'effectivement, elle a bien eu la certification. On a aussi la possibilité de scanner un QR code pour pouvoir l'imprimer directement sur un CV, de façon à aller beaucoup plus vite sur la vérification. Très bien. Et du coup, quelle est la force de la preuve apportée par votre certification? La force, elle est dans l'usage qui va en être fait, c'est-à-dire de ceux qui vont vérifier la véracité de l'obtention d'un diplôme. Donc typiquement, vous avez un élève de DUT qui aurait eu son DUT, lorsqu'il va postuler dans une école d'ingénieur, cette école, à l'heure actuelle, à moins d'appeler l'école d'origine de l'élève, elle ne pourra pas savoir s'il a eu ou non son DUT. On a eu ce cas effectivement avec l'un de nos clients, un élève qui avait falsifié son diplôme. Avec notre outil, l'école peut vérifier directement les informations sur notre plateforme ou simplement en scannant le QR code sur un diplôme. Donc elles peuvent le faire de façon systématique, c'est-à-dire que lorsqu'elle va le scanner directement, le CV de la personne, l'information peut automatiquement être prise en charge par le serveur et vérifiée. Très bien. Est-ce que tu peux éventuellement nous parler d'autres cas d'usage sur la certification de documents? Alors oui, on va le retrouver effectivement lors de la signature de contrat. On peut aussi l'utiliser un peu comme une enveloppe solo. Ça peut être utilisé dans ce cas de figure-là, mais on utilise aussi la certification, par exemple, on nous a contactés pour certifier un peu comme les villes fleuries, mais ce n'est pas les villes fleuries, c'est autre chose. Donc, pour certifier effectivement qu'une ville est bien habilitée, a bien été accréditée du label. Donc, dans le cas de label, on peut l'utiliser aussi. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé de la blockchain du Bitcoin. Est-ce que d'autres variantes de blockchain ont la capacité de fournir ce type de preuve? Alors, oui. Mais alors il faut faire bien attention de quel protocole on parle. Lorsqu'on parle blockchain, on a tendance à dire que c'est forcément sécurisé. Maintenant, à part la blockchain Bitcoin qui est la plus sécurisée à l'heure actuelle, on n'a pas forcément le même niveau de sécurité sur une autre blockchain. Donc aujourd'hui, on a toujours des risques d'une falsification d'informations sur une blockchain insuffisamment sécurisée. Donc nous, on travaille sur la blockchain Bitcoin pour la certification. Très bien. Merci beaucoup Edwige et à très bientôt. Merci. Merci à toi de m'avoir reçu. Pour compléter notre section sur la preuve, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Couture de la société Stratum. Bonjour Sébastien. Bonjour Vidal. Peux-tu nous rappeler comment le Bitcoin constitue une plateforme qui permet d'horodater des documents et créer ainsi une preuve? En fait, la blockchain Bitcoin est un registre immuable de faits où on enregistre des faits historiques, dont des transactions Bitcoin qui sont envoyées d'utilisateur à utilisateur ou d'utilisateur à machine. Donc en fait, les transactions sont envoyées d'une adresse vers une autre, mais
la blockchain Bitcoin a aussi cette capacité de pouvoir horodater de la donnée. Donc on a le champ Op Return qui permet de stocker de la métadonnée, et en stockant dans ce champ des empreintes numériques d'un fichier, d'un document, d'une donnée quelconque, on arrive du coup à créer un horodatage, puisque une empreinte étant intimement liée à la donnée depuis laquelle elle a été créée, si on prend cette empreinte et qu'on lui ajoute le timestamping que fournit la blockchain Bitcoin, eh bien on peut toujours revenir et prouver que cette donnée elle a existé à un instant T. Parfait. Alors Stratum développe une offre que vous appelez Proof of Process. Est-ce que tu peux nous détailler ce que ça signifie? Donc, Proof of Process, c'est le protocole qu'on a développé. Donc d'ailleurs, j'invite tous nos éditeurs à aller sur notre site stratum.com pour consulter le white paper qui a été écrit par notre Head of Research, Anush Dasgupta. Proof of Process, c'est la base théorique qui soutient notre produit Trusted Workflow. Proof of Process est un protocole scalable dans lequel en fait, plusieurs acteurs vont pouvoir avoir confiance dans un process ou un workflow sans avoir à se partager la donnée en tant que telle, mais la preuve de la donnée dans un process. Okay. Donc, je vais vous donner un exemple. Je suis canadien et à tous les ans, je dois demander un titre de séjour. C'est quelque chose que tous les immigrés en France connaissent très bien. Et dans ce process, on a des outputs de données et des inputs de données. Donc, les outputs sont les différentes pièces justificatives que vont fournir mon employeur, les impôts, la police qui me fournit un extrait de casier judiciaire, EDF qui va me fournir un justificatif de domicile, et ainsi de suite. Ces différentes données sont extraites de bases de données qui existent dans des silos, où en fait il n'y a pas de communication entre les différentes bases. Elles sont extraites, elles sont imprimées sur papier. On va me livrer ces justificatifs, je vérifie l'exactitude de la donnée, et ensuite je vais emmener ces justificatifs à la préfecture. Il y a une analyse de risque qui sera effectuée sur mon dossier. Ces données seront réinjectées dans les bases de l'administration, et je l'espère, j'aurai encore une fois une carte de séjour qui me sera livrée pour que je puisse continuer à habiter en France. A priori, ça se passe plutôt bien. Mais donc c'est un process dans lequel on a différents acteurs qui ne se font pas confiance, et où je suis le tiers de confiance, puisque c'est moi qui vérifie l'exactitude de la donnée. Donc, dans un monde idéal, en tout cas de la manière que je le conçois, je devrais pouvoir donner accès à cette donnée qui finalement m'appartient à la préfecture pour qu'elle puisse, elle, aller vérifier l'exactitude de ce que je lui dis, mon adresse, mon salaire, etc. Et une fois qu'elle a vérifié, qu'elle n'ait plus accès à cette donnée. Elle a déjà effectué la vérification, donc la donnée en tant que telle, elle n'en a plus besoin. Donc Proof of Process est un protocole qui permet d'établir le suivi dans un process et sans révéler la donnée en tant que telle. Donc dans Proof of Process, on va établir le qui, le quoi, le quand et le où. Donc qui, dans un process, ça correspond à qui a effectué l'étape d'un process. Donc, je vais vous donner d'autres exemples tout à l'heure, mais dans un process industriel, par exemple, quel acteur a signé une étape d'un process? Le quoi, c'est de quoi il s'agit? Quelle est la donnée qui est inclue, qui constitue cette étape du process? Le où, c'est la notion de contextualité. Donc, dans un process, on a des étapes qui se succèdent. Donc, notre protocole, en fait, crée une chaîne cryptographiquement liées par des haches, donc du coup qui permet d'établir l'aspect contextuel d'un process. Donc c'est-à-dire, si j'ai un processus, je ne vais pas pouvoir extraire des étapes ou injecter des étapes, puisqu'on a la preuve cryptographique. Et le quand, c'est l'horodatage qui est apporté par la blockchain Bitcoin, c'est-à-dire on horodate toutes les étapes du process dans une transaction Bitcoin pour établir le timestamping. Merci pour ces éclairages sur le Proof of Process. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques cas d'usage plus orientés entreprise sur lesquels vous travaillez?
Tout à fait. Donc on travaille dans différentes industries, puisque les process, a priori, concernent à peu près toutes les industries. Donc on travaille évidemment dans la banque, dans l'assurance, dans la finance, mais pas que, aussi avec des acteurs industriels, dans la santé, dans l'énergie et dans d'autres verticales. Je peux vous parler de quelques use cases qui sont en cours de développement actuellement chez différents clients. Par exemple, on travaille dans la santé pour apporter plus de sécurité et de traçabilité autour des essais cliniques. Donc, dans un essai clinique, on a plusieurs acteurs. On a un médecin, on a évidemment un patient, on peut avoir un laboratoire de recherche et d'autres acteurs en fait, qui peuvent être concernés, comme par exemple des acteurs qui viendraient auditer le process. Et il y a des problèmes de traçabilité quant à la signature du protocole de l'étude par le patient. Donc, c'est-à-dire qu'on a une étude qui est décrite dans un protocole et le patient doit apporter son consentement sur ce protocole. Ces protocoles peuvent être amenés à changer tout au long de l'étude, par exemple si on a différents dosages ou alors si le cadre de l'étude doit évoluer. Et donc le patient doit en permanence refaire son consentement sur le document. Donc ce qu'on a développé avec un acteur dans la santé, c'est une plateforme où les différents participants, que j'ai cités tout à l'heure, pourraient signer électroniquement ces documents. Donc sur un espèce de dossier médical centralisé pour le patient. Donc ce qui permet du coup d'établir que le patient a bien signé le protocole de l'étude et à chaque mise à jour du protocole, le patient va encore re-signer, rapporter sa signature électronique sur ce document. Donc, ce qui permet d'établir justement un rail d'audit où toutes les étapes du process sont tracées et horodatées dans la blockchain Bitcoin. Donc après, un médecin, un laboratoire de recherche et même évidemment un régulateur peuvent observer ce process et savoir ce qui s'est passé à tout moment. Et on a la certification du process grâce à la blockchain Bitcoin dans laquelle on va horodater tous les éléments. On travaille aussi sur un autre cas d'usage avec une très grande entreprise, sur une espèce de plateforme de certification de tous les documents opérationnels qui existent dans l'entreprise. Donc du coup, un document, par exemple, vous avez des documents que vous mettez à jour, que vous créez, que vous mettez à jour sur Google Docs. Google Docs garde la trace de toutes les révisions de ce document, mais c'est centralisé sur les serveurs de Google. Donc avec la plateforme qu'on est en train de développer avec eux, tous les documents, que ce soit des fichiers Word, des fichiers Excel, de la donnée opérationnelle qui est gérée par des systèmes back-office, etc. En fait, toute la data sera horodatée, donc avec la signature électronique des personnes qui modifient les documents et un rail d'audit en fait, qui établit toutes les modifications d'un document opérationnel dans cette entreprise. Donc c'est vraiment un Central Auditing Hub qui suit en fait toute la vie de l'entreprise et tous les documents qui transitent. Il y a un autre cas d'usage auquel on s'intéresse beaucoup et c'est le process du KYC. Donc KYC, ça veut dire Know Your Customer et c'est énormément connu par notamment les acteurs de la banque et de l'assurance. Donc ces acteurs en fait ont une obligation légale d'avoir un certain nombre d'éléments de preuves sur leurs clients. Donc c'est-à-dire que quand vous ouvrez un compte dans une banque par exemple, on va vous demander un certain nombre de justificatifs, des justificatifs de domicile, parfois peut-être même des justificatifs d'impôt, des justificatifs de ressources, en fonction de votre profil et en fonction du type de client que vous êtes. Si vous êtes un client banque de détail, un client entreprise, etc. Et donc la problématique du Know Your Customer, c'est qu'il y a très peu de standards qui existent aujourd'hui dans ce process. Donc chaque banque a son processus de vérification des éléments clients. Et en plus, au sein d'une même banque, dans les différentes branches de cette banque, on a des informations qui ne sont pas forcément toujours partagées entre les différentes branches départementales des banques. Donc l'ambition en fait d'un KYC blockchain, ce serait de créer un standard qui serait mis en œuvre par exemple par toutes les banques françaises ou toutes les banques européennes. J'avoue, il faut penser très loin pour imaginer un tel système mis en place, mais en tout cas, on aurait un process KYC dans lequel un client qui souhaite ouvrir un compte dans une banque viendrait auprès d'un acteur de confiance, donc ça peut être une banque ou par exemple l'État,
justifier de son identité, c'est-à-dire apporter toutes les preuves justificatives qui prouvent où il habite, ses ressources, et ainsi de suite. Ces éléments seraient horodatés dans la blockchain Bitcoin, et le client, et donc l'acteur qui a effectué la vérification des documents, apposerait sa signature électronique sur ce process, attestant qu'il a bien effectué la procédure KYC, donc la vérification des éléments. Le client, lui, derrière, va récupérer un jeton qui remplace le process. En fait, ce jeton représente le processus. Et donc, comme ce jeton il est signé par banque A, banque B, elle peut reconnaître que le process a été effectué par banque A, et comme les clés publiques sont connues, peut s'affranchir du process. Donc ce client peut aller dans banque B et simplement en montrant son jeton et la signature de la banque A, prouver à la banque B que la banque A a bien effectué le processus. Donc en effet, on s'affranchit d'un process, on tokenise un process. Donc c'est ce que permet notre solution Trusted Workflow. Alors toujours sur ce proof of process, quelle est la force de la preuve apportée par votre solution? Donc notre solution s'appuie sur la blockchain Bitcoin pour certifier la data qui est contenue dans les process qu'on eurodate. Donc la blockchain Bitcoin aujourd'hui est celle qui détient, enfin parmi toutes les blockchains, celle qui détient le modèle de sécurité le plus élevé et une capacité d'eurodatage qui est assez sécurisée. En tout cas, nous on considère qu'elle est assez sécurisée pour nos clients. Donc la force de minage derrière la blockchain Bitcoin assure, et ça a été démontré depuis la création du Bitcoin, que la donnée qui est dans la blockchain Bitcoin, elle est vraiment immuable et elle ne peut pas être modifiée. Donc si on eurodate dans une transaction Bitcoin une empreinte qui représente un process industriel, on sait que cette empreinte, elle restera dans la blockchain Bitcoin à jamais. Très bien. Alors on a beaucoup parlé d'eurodatage via la blockchain du Bitcoin. Est-ce que votre solution est compatible avec d'autres blockchains? Et est-ce qu'il y a d'autres blockchains qui sont intéressantes et qui peuvent fournir des preuves aussi intéressantes? La blockchain Bitcoin, comme c'est une blockchain publique et visible par n'importe qui, elle a cette propriété de pouvoir être auditée par n'importe qui. Et donc c'est une des forces de cette blockchain, et pourquoi on a choisi cette blockchain pour notre produit, c'est qu'elle a cette capacité de pouvoir être auditée par n'importe qui. Donc si j'ai un process et je veux par exemple qu'un régulateur ou un auditeur externe puisse vérifier ce qui s'est passé, il n'a qu'à ouvrir un block explorer et avec la data qui est contenue dans le process que Proof of Process fournit, sera capable d'auditer ce process. On peut imaginer d'autres configurations, et notre solution le permet, où on utiliserait une blockchain permissioned pour l'eurodatage. Si par exemple on avait une blockchain permissioned qui était opérée par toutes les ONG mondiales, enfin les plus grandes ONG, et que ces ONG étaient tous des nœuds dans cette blockchain, imaginons qu'on en a 300, on pourrait considérer, je pense, que cette blockchain serait suffisamment sécurisée pour eurodater de la donnée. Même si ce n'est pas une blockchain publique, on peut considérer que les ONG sont plutôt des organismes de confiance et qu'ils n'auraient pas intérêt à modifier la donnée ou à changer, enfin rendre la donnée mutable. Donc on peut imaginer différentes configurations comme ça, où selon le contexte de son entreprise et de son cas d'usage précis, une blockchain permission pourrait être utilisée pour eurodater de la donnée. Très bien. Merci beaucoup Sébastien pour ton intervention et à très bientôt. Merci Vidal. Nous avons vu comment le Bitcoin permet de créer une preuve de l'existence d'un document ou la preuve d'un process. À présent, nous allons discuter avec Simon Pollereau, avocat chez Phil Fisher, de la force juridique de cette preuve générée dans la plateforme Bitcoin. Bonjour Simon, je veux parler d'un autre aspect du Bitcoin et des blockchains en général, qui est celui de fournir un mécanisme de preuve. Donc la première question que j'aurais, c'est quel est le statut juridique d'une preuve qui est inscrite dans une blockchain, type Bitcoin ou d'autres? Alors,
Effectivement, on peut se servir de la blockchain pour insérer des preuves d'existence, des preuves de transaction, ne serait-ce qu'une transaction Bitcoin. Il faut pouvoir prouver qu'elle a existé si on se retrouve par exemple devant un tribunal. La valeur a priori de la preuve sur la blockchain, c'est la même que le régime de la preuve en général, c'est-à-dire qu'en droit français, en droit civil et en droit de la consommation, vous vous retrouvez avec une preuve libre. Donc la preuve est libre par principe, vous pouvez faire la preuve de ce que vous avancez par tout moyen. Donc dans ce cadre-là, à partir du moment où vous pouvez expliquer, donc probablement avec l'aide d'un expert qui viendra appuyer vos propos pour valider la réalité technique de ce que vous êtes en train d'avancer, mais si vous pouvez expliquer ce qui s'est passé sur la blockchain et ce que représente l'inscription que vous avez faite, elle aura valeur de preuve qu'on appelle preuve simple. Donc elle sera prise en compte par le tribunal, si on se place devant le tribunal, puisque c'est là que vraiment va se poser la problématique de la preuve de façon la plus juridiquement importante. Et le juge sera obligé de prendre cette preuve en considération. Maintenant, ce n'est pas une preuve aujourd'hui qu'on appelle preuve parfaite. Les preuves parfaites, ce sont les preuves qui respectent un certain nombre de conditions, notamment de forme. Sur la signature des parties, par exemple, un contrat, ça peut être une preuve parfaite. Aujourd'hui, comme on n'a pas de signature électronique dans la blockchain, une inscription blockchain ne peut pas être une preuve parfaite. Donc ça va être une preuve simple. Il y a beaucoup d'initiatives qui visent à améliorer le statut de la preuve sur la blockchain, mais aujourd'hui on est sur du prospectif. Il y a eu notamment un amendement dans la loi Sapin 2 qui proposait de donner aux inscriptions sur la blockchain le statut d'acte authentique. Mais c'est pas quelque chose de faisable aujourd'hui puisque les conditions de l'acte authentique sont quand même assez particulières. Elles ont un pouvoir très, très important, c'est-à-dire une fois que vous avez un acte authentique, il est quasiment impossible de renverser cette preuve-là. Donc c'est quelque chose de très lourd et ça a été rejeté. Mais on sait qu'il y a des réflexions sur le sujet en ce moment autour du statut de la preuve sur la blockchain. Aujourd'hui, c'est preuve simple, mais dans le futur, probablement, ça aura une valeur un peu plus importante. En tout cas, merci pour ton intervention et à très bientôt. Merci. La prochaine notion dont je veux parler est celle de métacoins, qui sont des coins ou des actifs numériques que l'on construit au-dessus de la plateforme et de la monnaie Bitcoin. Le principe d'une métacoin est d'étendre le protocole Bitcoin afin de rajouter des fonctionnalités. Cela nécessite d'encoder des métadonnées supplémentaires dans les transactions du Bitcoin ou dans des adresses Bitcoin. Cela se fait en général grâce à l'opérateur OpReturn qui permet d'enregistrer des métadonnées dans la blockchain du Bitcoin. Il existe plusieurs protocoles de métacoin et parmi les plus connus, je pourrais citer ColoredCoin, Counterparty et Omni qui est parfois connu sous le nom de Mastercoin. Pour nous parler de ColoredCoin, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Sauzade de la société Sésame. Adrien est également ambassadeur ColoredCoin en France. Bonjour Adrien. Bonjour. Peux-tu nous parler des principes et de l'origine du protocole ColoredCoin qui fonctionne au-dessus de la plateforme Bitcoin? Tout à fait. Donc, ColoredCoin est un principe imaginé en 2013 par différentes personnes, dont Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum, qui a pour volonté de créer tout un ensemble de classes d'actifs, de nouveaux types d'actifs sur la blockchain Bitcoin. En fait, la première chose, c'est de dire on va prendre un Bitcoin et on va le suivre sur la blockchain et ces Bitcoins auront la valeur de contrepartie qu'on leur donnera. Donc ça peut être un Bitcoin qui peut être pour un droit d'usage, ça peut être un Bitcoin qui est pour une valeur différente qui va représenter de l'or, du dollar. Et l'idée de base était d'avoir tout ce réseau et ce protocole de paiement qui est utilisé pour autre chose que du Bitcoin, mais des actifs de la vie réelle, de la vie actuelle, comme les fiat currency ou pour représenter des commodities, des matériaux ou des valeurs existantes dans le monde réel. Merci pour ces clarifications. Alors tu nous as parlé du protocole ColoredCoin. Est-ce que tu peux nous décrire ces différentes implémentations? Donc en fait, il y a eu 3 implémentations de ColoredCoin, EPOBC,
Open Asset Protocol et ainsi que Collu qui a fait une implémentation plus récemment. La première implémentation, on suivait les bitcoins sur la blockchain et les implémentations suivantes utilisaient un champ qu'on appelle l'op return dans les transactions bitcoin qui permettait de créer une couche de protocole au-dessus pour pouvoir suivre les valeurs de chacune des transactions. Voilà. L'avantage de Collu est que l'ensemble des assets sont décentralisés et stockés sur des nœuds BitTorrent, contrairement à Open Asset Protocol où on est sur des serveurs. Alors, l'implémentation Open Asset Protocol est très intéressante aussi pour les entreprises qui ne veulent pas que l'on voit ce qui se passe sur leur chaîne de transaction. Donc, on a des avantages dans les deux implémentations de ce protocole. Et du coup, peux-tu nous décrire ce qui se passe lorsqu'on émet un asset Colored Coin? Alors en fait, quand on émet, sans rentrer dans les détails techniques, lorsqu'on émet un Colored Coin, en fait, on a un certain nombre de choix qui ne seront pas modifiables par la suite. C'est pas un smart contract, mais c'est déjà un ensemble de fonctionnalités qu'on va créer à l'émission des assets. Par exemple, je peux créer un asset qui va avoir une durée, une date de pérennité. Je peux également dire si mon asset pourra être réémis ou pas, c'est-à-dire que je peux fixer l'émission des assets, je peux imaginer créer 1 million d'assets et dire qu'il n'y en aura plus jamais de créer, et ça sera marqué dans la chaîne au moment de l'émission de l'asset et ça ne sera plus modifiable par la suite. Si on décide d'avoir un asset ouvert, qui peut avoir d'autres avantages, on va pouvoir créer un asset avec des variables à chaque fois qu'il y a une création pour avoir des assets un peu différents. À ce moment-là, on va le marquer à la création de l'asset et effectivement, on pourra recréer un ensemble d'assets à partir de celui-là. Également, on va vérifier aussi qui est l'émetteur de l'asset, que ce soit bien la bonne entreprise pour pas que l'asset puisse être réémis par quelqu'un d'autre. Donc on va avoir un ensemble de validations comme ça et on va pouvoir mettre tout un ensemble de données par-dessus, l'adresse de l'émetteur, le site web de l'émetteur et on va pouvoir avoir comme ça un ensemble d'informations de façon assez illimitée. On va pouvoir mettre toutes les informations qu'on veut autour d'un asset. Et du coup, quand on transfère un asset, comment ça se passe? Quand on transfère un asset, c'est la même chose que lorsqu'on fait une transaction Bitcoin. En fait, lorsqu'on fait une transaction Bitcoin, on va donner un Bitcoin et on va être sûr qu'une fois que je vous ai donné le Bitcoin, vous avez le Bitcoin et moi je l'ai plus. D'accord. Et on va utiliser cette propriété qui est une propriété qui répond à une problématique qu'on avait sur Internet, puisque sur Internet, si je vous donne quelque chose, je le diffuse. C'est-à-dire que j'ai le document, vous avez le document, et le document sera diffusé dans autant de mains que le nombre de personnes qui l'ont reçu. À partir du moment où et c'est l'avantage de la blockchain, c'est vraiment cette capacité, le premier avantage, la première utilisation de la blockchain, cette capacité à donner quelque chose qui n'existait pas sur Internet au travers d'un protocole. Lorsque je vais vous donner un asset, je vais faire une transaction qui va être comme une transaction Bitcoin. J'aurai un portefeuille qui va ressembler à un portefeuille Bitcoin et vous allez recevoir la valeur que je vais vous envoyer. Très bien. Est-ce que tu peux revenir sur la différence fondamentale entre un Colored Coin et un Bitcoin? Alors, un Bitcoin a une valeur de Bitcoin. Un Colored Coin va avoir la valeur de contrepartie que lui donnera l'émetteur. C'est-à-dire, si je crée un Bitcoin, un Colored Coin, pardon, qui est une place d'entrée pour un concert, cet asset, ce Colored Coin va me donner accès à ce concert quand on va vérifier que je l'ai bien à l'entrée. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner mon ticket comme si je donnais un vrai ticket dans la vie réelle. Parfait. À présent, est-ce que tu peux nous parler de quelques cas d'application du protocole Bitcoin que vous utilisez chez Sésame? Alors, les cas d'application Colored Coin que l'on utilise chez Sésame, en fait, on va créer toute une nouvelle classe d'actifs. C'est des nouveaux actifs. Ces actifs, ça peut être à la fois Alors, nous, on a commencé à travailler d'abord sur un usage qui est le point de fidélité. Puisque, alors là, c'est des points de fidélité qui ont une particularité, c'est que c'est des points de fidélité qui sont échangeables et que l'on peut transmettre à n'importe qui a l'application. Pas besoin d'être enregistré dans la société. Donc là, on va pouvoir avoir des points de fidélité qui deviennent aussi des outils d'acquisition de clients. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, je ne vais pas utiliser ces points de fidélité, mais je te donne à toi, qui n'est pas client de la société, ce point de fidélité. Tu vas juste télécharger l'application et tu vas pouvoir aller utiliser ce point de fidélité chez le commerçant qui est leur a émis. En fait, on sort d'un schéma de fidélité classique qui est encapsulé dans le SI de l'entreprise et pour avoir un système beaucoup plus large de fidélisation qui ressemble beaucoup plus à un coupon que je peux te donner de la main à la main.
Après, on a d'autres cas d'usage, puisqu'on est toujours sur cet usage de possession et de don et d'échange, ou voire de vente de cet actif. Ça peut être également une place de concert, je le disais tout à l'heure, un ticket, un droit d'usage ou un droit d'accès. Je peux imaginer avoir une application qui n'a le droit qu'à 50 utilisateurs. Je vais avoir un Colored Coin qui va me donner le droit d'utiliser cette application. Si je veux, je vends ce Colored Coin à quelqu'un. Donc je n'aurai plus le droit d'accès à cette application, mais la personne à qui je l'aurai vendu aura le droit d'accès à cette application, et donc on aura toujours 50 utilisateurs sur cette application. Et on va vendre le droit d'usage. Voilà. C'est vraiment la chose qu'il faut bien comprendre et bien appréhender, c'est que l'on travaille sur cette capacité à transférer la propriété, non plus à la diffuser comme on le faisait avant sur Internet. D'autres cas d'usage, ça peut être des monnaies complémentaires, ça peut être on a travaillé sur une application qui permet de faire des systèmes de vote, où on a un droit de vote, mais que je peux exercer ou transférer à quelqu'un qui va l'exercer pour moi. Et donc on a tout un tas d'applicatifs comme ça encore à imaginer sur ce protocole. Et pour finir, que se passe-t-il d'un point de vue utilisateur final? Quel type de wallet doit-il utiliser? Y a-t-il des frais de transaction lorsqu'il transfère un asset? Alors en fait, lorsqu'on fait une transaction en Colored Coin, aujourd'hui c'est comme une transaction Bitcoin. Donc aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des wallets Bitcoin connus pour faire ce transfert d'assets, où en fait c'est exactement comme une transaction Bitcoin, sauf qu'on va vérifier que cette transaction correspond bien à l'asset équivalent. Donc on a les mêmes outils, on est potentiellement compatible avec l'ensemble des applicatifs Bitcoin et passés et à venir. Et on va pouvoir comme ça développer tout ce qui se développe au travers l'écosystème Bitcoin. Donc on est très lié à cet écosystème Bitcoin sur cette partie de création d'assets via Colored Coin. Concernant les frais de transaction, c'est des frais de transaction Bitcoin pour l'instant et à terme on pense pouvoir arriver à faire des transactions off-chain de façon à limiter le coût à la transaction. Très bien. Merci beaucoup Adrien. Merci. À présent, je souhaite partager quelques exemples et services qui sont construits au-dessus du réseau Bitcoin sans forcément être liés à la monnaie. Certains domaines d'application ont déjà été mentionnés dans les interviews de cette partie, mais je rappellerai quelques-unes ou des services équivalents à ceux qui ont été cités. Tout d'abord, le service de notariat BitProof. Il s'agit de certifier l'existence d'un document en utilisant les propriétés de la blockchain du Bitcoin. BitProof travaille avec l'école américaine Alberton School pour certifier sur la blockchain les diplômes, voire également les notes des étudiants. Un autre domaine d'application assez original est celui du vote. Civic App est une application de vote qui fonctionne au-dessus de la plateforme Bitcoin et grâce d'ailleurs au protocole Colored Coin. En fait, le droit de vote est matérialisé par un jeton de vote. Le principe est qu'en transférant son jeton de vote à une certaine adresse, on matérialise ainsi la décision de vote. Également, une fois un jeton transmis, il n'est plus à la disposition de l'utilisateur qui, par voie de conséquence, ne peut pas revoter. Cette expérimentation me paraît très intéressante à suivre dans la mesure où il s'agit pour la première fois d'un système de vote totalement transparent. Un autre exemple, cité d'ailleurs dans l'une de vos interviews, est la création de monnaies locales au-dessus du Bitcoin. C'est ce que fait la société Colu, qui d'ailleurs a levé récemment 10 millions de dollars pour se concentrer sur le marché spécifique des monnaies locales et complémentaires. Le fait d'utiliser le Bitcoin permet d'apporter un niveau de sécurité très élevé à ces monnaies locales. Un autre exemple est le système Open Bazaar, qui vient sur les plates-bandes d'un eBay ou d'un système comme Le Bon Coin. Il s'agit d'un système totalement décentralisé de petites annonces ou de sites d'e-commerce. On utilise le Bitcoin et son langage de script afin de permettre de faire de la transaction directement de personne à personne. Un autre cas d'utilisation originale du Bitcoin est le système édité par la société 21, dit Sensor 21. Il s'agit pour tout à chacun de vendre certaines données, comme celle de votre station météo, et de l'échanger contre des bitcoins. Cela crée ainsi un nouveau modèle économique qui peut être, par exemple,
appliquée à la publicité sur Internet. Ainsi, en gagnant quelques crédits Bitcoin, vous pourrez par exemple surfer gratuitement sur certains sites. Enfin, je souhaite mentionner dans cette liste le service Timbrella, qui est un système d'assurance nouveau construit grâce au Bitcoin. Il s'agit d'un service où chacun peut créer une communauté thématique, chaque membre ayant une cotisation liée au risque évalué par l'ensemble des autres membres. Timbrella ne garde pas les fonds de ses utilisateurs. Les fonds sont séquestrés sur la blockchain Bitcoin grâce à des scripts particuliers et au principe du multisignature. À chaque incident, les membres de la communauté votent et déterminent l'éventuel montant d'indemnisation qui sera attribué aux sinistrés. Il s'agit d'un service d'assurance proche d'une mutuelle et d'un genre nouveau, puisque on a créé un service d'assurance sans qu'il y ait d'assureur. Finalement, on a appliqué à l'assurance la puissance du Bitcoin, à savoir la capacité de créer un service financier sans qu'il y ait de banque. Cette liste de services et d'exemples n'est pas exhaustive. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin est une plateforme qui permet de construire des applications nouvelles, sécurisées, et que probablement les applications les plus folles sont encore à venir. Nous avons pu voir dans cette section comment le Bitcoin est également une plateforme qui permet de développer des applications décentralisées. La semaine prochaine, nous verrons comment le Bitcoin a inspiré d'autres plateformes permettant de créer des applications décentralisées d'une autre forme et avec éventuellement d'autres langages de programmation.